Madagascar est désormais de retour dans la Goa. Les entreprises fermées pour cause de la crise 2009 pourront rouvrir leurs portes mais ne pourront pas encore exporter. L'association des victimes du 7 février 2009 réclame le retour de Mark Ravalomanan mais insiste sur l'application de la loi. Et une roquette tirée de la bande de Gaza a explosé aujourd'hui dans une station-service de la ville d'Ashdod, au sud d'Israël. 3 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une des actualités ce jour, volet politique, laisser Mark Ravalomanan revenir au pays mais appliquer la loi, réclame l'association des victimes du 7 février 2009 ou l'AV7. Par téléphone depuis l'Afrique du Sud, l'ancien chef de l'État s'est déclaré prêt à affronter la justice. Après l'échec d'une demande de laissez-passer à défaut de passeport le 24 juin dernier, Mark Ravalomanan en a soumis une autre pour pouvoir revenir au pays. Reportage. 2 affaires de justice concernent l'ancien président Ravalomanan. D'une part, l'AV7 a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale ou la CPI. D'autre part, la justice malgache l'a condamné le 28 septembre sur le chef de la tuerie du 7 février 2009 devant le palais d'Amboïtsrouitch. L'AV7 ne s'oppose plus au retour de Mark Ravalomanan mais exige l'application de la loi. L'avocat de Mark Ravalomanan conteste qu'une justice de délit soit instrumentalisée pour devenir une justice politique. L'avocat conteste aussi la valeur ou la validité de la plainte adressée par l'association AV7 auprès de la Cour internationale de la justice. Les enquêtes portant sur plaintes déposées par l'AV7 se poursuivent en Afrique du Sud. Les poursuites judiciaires contre le président Ravalomanan en Afrique du Sud sont toujours d'actualité. Alors, il va falloir attendre l'issue de ces poursuites judiciaires avant et aussi avoir la décision de la Cour avant que le SADC, bien sûr avec la Cour, puisse décider quoi faire pour les passeports. Après une demande de laissez-passer déposée à l'ambassade malgache en Afrique du Sud, classée sans suite, Mark Ravalomanan l'a renouvelée mercredi dernier, cette fois-ci à Madagascar, auprès du ministre des Affaires étrangères. Toujours sans succès, Mark Ravalomanan affirme qu'il est prêt à affronter la justice si nécessaire, mais il récuse déjà les charges qui pèsent sur lui et sur lesquelles il a été condamné. Mark Ravalomanan acceptera-t-il être jugé par la Haute Cour de justice de Madagascar? 6 mois sont passés. Le président Erazzon Armampian a encore 6 mois pour l'instauration de la Haute Cour de justice qui pourra juger Mark Ravalomanan. L'ancien président a néanmoins déclaré qu'il est ouvert à toute collaboration avec le nouveau régime actuel, même si la question de son retour au pays reste au point mort. Selon l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, la SADC et l'Union européenne se concertent actuellement sur le problème du passeport de l'ex-chef de l'État. Dans le vent de rumeurs sur un prochain remaniement et changement de gouvernement, le Premier ministre Kool Roger a été décoré Grand Croix de seconde classe. Il déclare que cet honneur n'est pas une façon subtile de le limoger, mais plutôt une manière à l'État de montrer de la reconnaissance pour le travail qu'il a accompli jusqu'ici. Des bruits courent sur des négociations et lobbying
portant sur le remaniement du gouvernement. Reportage de Erniri Nadabari. Des informations ont circulé sur des distributions d'argent pour couler le projet de motion de censure ou sur les 267 millions d'ariages et 1,7 milliard d'ariages disparus de la caisse de la Chambre basse. Les anciens et actuels membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale sont en train de se jeter la pierre. Le gouvernement préfère se taire. Quant à l'État, il a décoré le Premier ministre Roger Coul, grand croix de 2e classe de l'Ordre national malgache. Le Premier ministre de préciser qu'il ne s'agit nullement d'un baume avant une prochaine abrogation et aucun remaniement n'est prévu. Roger Coul est à la tête du gouvernement depuis plus de 3 mois. Les affaires n'avancent pas. La loi rectificative sur les finances publiques 2014 n'est pas encore publiée. Le porte-parole de la plateforme MAPAR déclare ne pas soutenir ce régime fragile. Le porte-parole du MAPAR, Pierre Houlder, a noté que le MAPAR apportera son soutien au régime actuel lorsque ce dernier respectera la Constitution. Même si Coul Roger démonte tout projet d'un remaniement gouvernemental, les informations y afférentes circulent et des noms seraient déjà cités. À suivre. Également dans l'actualité, Madagascar est désormais de retour dans l'AGOA. Les entreprises fermées pour cause de la crise 2009 pourront rouvrir leurs portes mais ne pourront pas encore exporter. Les recrutements se feront cette année, mais la production devra encore attendre. Le retour au sein de l'AGOA permet d'espérer une hausse dans la création d'emplois avec des retombées sur le PIB. Néanmoins, la politique de l'État sur le développement du secteur ne dépend pas de la fin de l'AGOA en 2015. Quelques entreprises franches ont quand même pu continuer à exporter vers les États-Unis, même sans le bénéfice d'une exonération des taxes douanières prévue par la loi américaine. Regardez. En 2008, les exportations de Madagascar vers les États-Unis sous régime de l'AGOA a permis d'engranger près de 280 millions de dollars, créer près de 100 000 emplois, dont 35 000 emplois directs. Par ailleurs, elles ont participé pour 36% dans le PIB de Madagascar. Les enjeux du retour au régime de l'AGOA sont à juger à l'aune de ces chiffres de 2008. Les opérateurs économiques membres du GEFP ou Groupement des entreprises franches de Madagascar s'apprêtent au changement. Razaf Madim Eva, administrateur du GEFP, affirme qu'ils essaient déjà de se mettre aux normes par rapport aux critères du marché américain. La raison pour laquelle nous sommes en 2e position, nous avons rempli les critères demandés, ajoute-t-elle. Ce n'est pourtant pas cette année que les entreprises franches pourront exporter vers les États-Unis. Des conditions sont encore à remplir. Le président du GEFP affirme néanmoins que ces conditions ne sont en aucun cas difficiles pour des entreprises qui ont travaillé 8 ans sous le régime de l'AGOA. Elles s'apprêtent déjà à rouvrir leurs portes. Maintenant, il y a tout un système de visa, de certificat d'origine, d'antennes douanières à remettre en place. Bon, on va probablement mettre quelques mois avant de s'organiser. Mais après ça, les contacts avec les clients américains ont déjà démarré. Et on peut espérer qu'à partir de 2015, il y aura des exportations de façon effective à partir de Madagascar. Il n'y a pas eu de grand changement. Je crois qu'il y a eu on est en train de travailler dessus justement avec des avocats américains. Parce qu'il y a eu des petits changements, mais rien de conséquent. Ça ne changera pas les règles. Seuls 23% des entreprises franches exportant des produits finis aux États-Unis sont malgaches. Le retour de l'AGOA est une de leurs opportunités pour réussir dans ce créneau. Si en 2008, les 85% de l'AGOA ont été dominés par les produits textiles, cette fois, il s'élargira dans d'autres secteurs des produits malgaches. L'État malgache veut promouvoir un monde où chacun veut apprendre à lutter contre la concurrence. Le ministre des Infrastructures, Riv Rakudva, affirme que c'est une grande opportunité afin de réfléchir à bref délai de ce que l'État va nous offrir. La suppression des taxes douanières allant de 30% du prix des produits exportés et le suivi des normes américaines en qualité sont les conditions et également les avantages de l'exportation aux États-Unis. Les infrastructures et l'environnement de travail des employés font également partie de ces conditions. La politique ne doit pas intervenir dans le secteur douanier. Si cela a été respecté, le but aurait été atteint, a déclaré le directeur général de la douane ce jour.
Après le passage du représentant du Fonds monétaire international du mai dernier, les taxes douanières doivent augmenter de 146 milliards d'ariars. Pour le premier semestre, 90% des prévisions sont atteintes jusqu'à présent. Le nouveau directeur général des douanes a été officiellement présenté ce jour. Reportage. Le travail qui attend le nouveau directeur général de la douane est ardu. Les prévisions à atteindre pour cette année ont augmenté par rapport à celles de l'année dernière. À partir de cette année 2014, la réduction des droits de douane sur certaines matières premières sera appliquée en vertu de la ratification des accords de partenariat entre Madagascar et l'Union européenne. Lors du dernier passage du Fonds monétaire international, lors du mois de mai dernier, il y avait une augmentation non négligeable en matière de prévision de la recette douanière, puisque par rapport à la prévision initiale inscrite dans les lois de finances 2014, on a pu, le Fonds monétaire nous a exigé d'augmenter jusqu'à concurrence de 146 milliards d'ariars en plus. 90% des objectifs fixés par la douane sont atteints durant le premier semestre de cette année. La raison, les retraits des taxes sur les produits pétroliers est suspendu. Le taux de la pression fiscale est actuellement de 10%, un taux encore assez bas par rapport à celui des pays africains qui est à 14%. Afin d'optimiser les résultats, des réformes vont être appliquées dans les prochains jours. Au niveau de la direction générale des dépôts, par exemple, je peux citer le système de rotation des responsables en contact direct avec les contribuables. Et ça va être appliqué aussi au niveau de la direction générale de la douane. Le nouveau directeur général des douanes a été officiellement présenté ce jour. La cérémonie a été organisée à Sonéjan. Après la déclaration des Nations Unies en 2009, la journée du 18 juillet est proclamée Journée mondiale de Nelson Mandela. La journée commémorera sa lutte contre le racisme, son exemple pour la réconciliation, son combat pour la liberté et les droits de l'homme. Chaque année, les membres de la Fondation Mandela proposent au monde de prendre 67 minutes de leur temps pour aider les autres, c'est-à-dire 1 minute pour chaque année que Mandela a consacrée au service public. Plusieurs événements seront donc organisés à Madagascar du 14 au 18 juillet prochain. Les explications. L'objectif, c'est surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, une année après la mort de Madiba Nelson Mandela, c'est commémorer, perpétuer et faire transmettre aux générations qui viennent cet héritage qu'on a reçu de lui, qui est vraiment la lutte pour la liberté, l'égalité, la démocratie et aussi promouvoir la culture de paix. C'est la signification de ces journées. Et symboliquement, comme on a dit, l'objectif aussi, c'est de pouvoir conscientiser tout le monde, qu'il puisse prendre un peu de temps pour être solidaire, pour faire une action vraiment de solidarité vis-à-vis des autres et des communautés qui sont démunies. Et voilà, on passe aux actualités internationales. Tel Aviv reste une cible de choix pour le Hamas. L'explosion d'une roquette tirée de la bande de Gaza dans une station-service de la ville d'Ashdod dans le sud d'Israël a fait 3 blessés, dont un grave. Située dans la ville côtière d'Ashdod, à une trentaine de kilomètres au nord de la bande de Gaza, la station-service a pris feu, ce qui a provoqué des explosions. La peur s'installe notamment dans le sud de l'Israël. Reportage de France 24. La roquette s'est écrasée en plein milieu de la station-service, entraînant immédiatement un feu et des explosions en chaîne. Résultat, plusieurs personnes blessées à Ashdod dans le sud d'Israël. L'une d'entre elles est dans un état critique. J'ai entendu une grande explosion et vu cet endroit tout en flammes. J'ai couru ici, je suis le premier à être arrivé sur place parmi les forces de sécurité et les secouristes. Pendant ce temps, à Tel Aviv, les habitants vivent au son quotidien des sirènes. Ils courent s'abriter car dans quelques instants, des tirs en provenance de Gaza pourraient s'abattre sur leur ville. Pour la première fois ce vendredi matin, les sirènes ont également retenti à Haïfa, dans le nord du pays. Pour le moment, aucun mort n'est à déplorer côté israélien. Pourtant, l'armée estime à 550 le nombre de roquettes lancées sur Israël depuis mardi. Certaines ont même atterri à plus de 100 km de Gaza.
Ici, dans le sud du Liban, la fumée des obus israéliens est encore visible. Une réponse aux 2 roquettes tirées depuis cette région sur Israël, sans faire de blessés ni de dommages. L'attaque n'a pas été revendiquée. C'est le 4e jour consécutif de raids aériens sur Gaza, mais l'aviation israélienne ne parvient toujours pas à arrêter les tirs de roquettes palestiniennes. Les responsables n'écartent pas l'éventualité d'une invasion terrestre. Une nouvelle victoire pour l'armée ukrainienne. Siversky a été récupérée. La ville est située à une centaine de kilomètres de Donetsk. C'est là que sont regroupés la plupart des rebelles pro-russes. Ces derniers se disent déterminés à défendre la ville par tous les moyens. Et c'est bien ce qui inquiète l'Amnesty International. L'ONG dénonce torture et enlèvement. France 24. Les réfugiés venus de l'est de l'Ukraine affluent à la frontière russe. Alors que l'affrontement entre l'armée et les combattants séparatistes semble imminent à Donetsk, une partie des habitants ont fui la ville, comme Tamara et sa fille. Le groupe armé local nous a dit de nous cacher dans une cave ou de quitter la ville dès que possible. J'ai vraiment peur. La famille de mon frère et mon père sont toujours là-bas. Je ne sais pas ce qui va leur arriver. Après avoir repris plusieurs localités, dont l'ex-bastion séparatiste de Slaviansk, les forces de Kiev poursuivent leur avancée dans l'est de l'Ukraine. Le président Petro Porochenko s'est dit prêt à un cessez-le-feu bilatéral, à condition que soit assuré le contrôle de la frontière avec la Russie. Mais les insurgés refusent toujours de déposer les armes. Notre ennemi tente d'encercler Donetsk de tous les côtés. Nous sommes prêts à défendre Donetsk et ses banlieues. Nous ne laisserons pas notre ennemi entrer dans la ville ou l'encercler. Le Donbass n'est pas seulement une zone de guerre, il est aussi devenu une zone de non-droit, soumise à l'arbitraire des groupes armés. Ce vendredi, l'ONG Amnesty International a dénoncé la multiplication de cas d'enlèvement et de torture, visant principalement les militants pro-Kiev. Nous avons constaté des actes de torture perpétrés sur les personnes enlevées par les groupes de séparatistes armés. Nous sommes très inquiets du fait que ce soient les gens ordinaires qui souffrent, ceux qui voulaient simplement exprimer une opinion. Selon l'ONU, plus de 220 personnes auraient été kidnappées dans l'Est au cours de ces 3 derniers mois. Le ministère ukrainien de l'Intérieur parle, lui, de près de 500 cas d'enlèvement. Et puis restez avec nous. Tout de suite après ce journal, suivez, comme tous les soirs, la Team Mondiale 2014 et l'émission Mikulwivch. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.